Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir Et bienvenue à Des meurtres et du vin. Le podcast qui te fait dire je suis pas sûre. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Il va peut-être falloir d'écouter 2-3. Ouais, avant de se faire une idée. Voilà. Au contrario de Fred. Fred. En fait, c'était ton problème, Fred. Tu Ouais. n'as écouté qu'un épisode. Mais comme Charlotte, elle dit, on va faire du merch et ça sera thumbs down Fred avec un petit cœur Ou et un petit fuck couteau. you, Fred. C'est vous qui choisissez. Ouais, dites-nous. Ça sera le premier truc de merch. On le fera sur des tote bags, forcément. Fuck you, Fred. Fuck you, Fred. On le fera sur un petit verre de vin. Hein. J'aimerais vraiment avoir des verres de vin des meurtres et du vin. Ouais, c'est J'aimerais sûr qu'il vraiment faudra ça. commencer par là. Hein. Ouais, ça serait Des vraiment... très grosses. Oui, évidemment. Quoi de neuf? Écoute, pas grand-chose, si ce n'est le niveau de fatigue surtout de toi, parce que ton emploi de temps me fait peur. non, mais c'est rude quand même. C'est Là, rude. Charlotte, la rentrée, c'est la rentrée plus, quoi. Plus. Tu vois les extrêmes limites? Au-delà. Beyond extreme limits. Too much work. Et la guitare électrique. Là, c'est moi. Genre, je lui demande comment ça va, t'as fait quoi hier? Je suis rentrée du boulot à minuit. What? Voilà. Donc, vous voyez, Je vais en Lituanie. on essaie de garder notre pêche habituelle. Suck my kiss, bitch! Voilà, ça c'est un peu notre antenne. Oui! Parce que Charles et moi, on a découvert récemment qu'au karaoké, on fait une tuerie avec Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss. On est vraiment très fortes. Donc, si le podcast ne marche pas, on sera des karaokeuses, mais uniquement sur une chanson. Voilà, c'est ça, c'est notre gimmick, quoi. Voilà. Ouais, parfait. Très court gimmick, mais Très ça, court. ça marche. Ouais, 2 minutes et demie, quoi, quand même, ça va. Bon, et du coup, les sujets aujourd'hui, Charlotte n'en a pas, c'est ça? C'est ça. Mais Je te surtout, laisse la scène ouverte. voilà, la scène ouverte parce que c'est l'histoire de Charlotte, mais l'entrée va être à moi. Bon, c'est pas hyper drôle, mais c'est le truc sur lequel je suis assise depuis un certain temps. Et en fait, d'un coup, il y a plein de choses qui se sont passées entre cette semaine et un truc que j'ai vu et un truc que j'avais noté, Ok. qui se relient et que j'ai trouvé vachement intéressantes. Donc, on commence par le plus ancien, un truc que j'avais lu et que j'ai pas réussi à placer comme un de nos sujets, mais que je trouvais ça intéressant. Donc, nous savons tous qui est Freud Oui. et pourquoi est-il connu. De son prénom Sigmund. Oui, mais pour autre chose quand même. Oui, non, il est pas connu pour son prénom, sinon ce serait trop facile. Mhm, Il n'est-ce est pas? connu pour le fait de tout remettre à la mer. Alors, ça, oui, ou la psychanalyse, mais qu'en fait, blâmer tout sur la femme et que, voilà, les hommes. Mais en fait, c'est pas ça la vérité. Alors, je te fais juste une parenthèse. J'ai eu cette discussion avec mon collègue qui est fan de Freud. Et Ah je ouais? suis là, super. Ouais. Sauf que moi, quand est-ce que j'ai lu Freud et Bon, j'étais ado quand j'avais lu Non, moi j'ai pas lu. psychanalyse Je de pensais Freud. savoir, je pensais connaître. Et en fait, je connais pas du tout. Donc c'est super Mais intéressant. en fait, le truc, c'est que à la base, il s'était penché sur les principales causes de troubles émotionnels chez les femmes adultes. Et il a rédigé un article brillant et très humain intitulé L'étiologie de l'hystérie. Et en fait, c'était complètement le contraire de toutes ces hypothèses futures. Mais ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'être acclamé par ses collègues pour ses idées novatrices, il a eu que du mépris. En fait, cette idée-là d'une défense de femmes ou un pourquoi du commun, parce qu'en fait, c'était des femmes souvent qui venaient parler d'un abus sexuel, voire un inceste sexuel, alors que la plupart de ces patientes étaient de familles, entre guillemets, honnêtes, d'accord, donc de bonnes familles, et du coup, ces hommes d'excellente réputation ne pouvaient pas être à tort. Donc, ce qu'il avait fait, bien que c'était très fondé, très, très brillant, il a été complètement rejeté par ses collègues. Et du coup, en quelques années, il a cédé à cette pression et il a retracté ce premier article qu'il avait écrit et à la place, il a proposé celle qu'on connaît tous, le complexe d'Oedipe. Et celle-là, elle devient le fondement, n'est-ce pas, de la psychologie moderne. Et selon cette théorie, toute jeune fille désire quoi? Avoir des contacts sexuels avec son père. Parce qu'elle veut rivaliser
sa mère, qui est la personne la plus spéciale dans sa vie. Donc, il va construire cette idée, enfin, c'est une construction pour conclure que les épisodes d'abus incestueux ou d'autres abus sexuels que ses clientes lui avouaient n'auraient jamais eu vraiment lieu. C'était des fantasmes seulement, et qu'elle croyait être réels, mais que ça ne l'est pas. Et ça a entraîné forcément cette idée que tous les comportements violents ou d'exploitation sexuelle qui peuvent être niés, parce que voilà, ils sont causés, disons, mutuellement. C'est-à-dire que, ok, une fille a été touchée, mais c'est qu'elle l'a voulu. Inconsciemment. Inconsciemment. Et du coup, aujourd'hui, la psychologie littéraire regorge par exemple, Lolita, des enfants qui séduisent des adultes quelque part, ou des rencontres sexuelles où les femmes ont un comportement provocateur et qu'elles incitent des hommes à devenir violents ou sexuellement agressifs. Donc ça, c'est le fondement. Mais c'est assez intéressant de penser que Freud, à la base, ses vraies recherches, c'était pas ça. D'accord. C'était pas ça. Mais pour être accepté parmi ses collègues, il a sorti ça. Il a fallu l'adapter à ce qu'on voulait entendre. Sauf que c'est quelque chose qui est resté quand même énormément dans gravé. le conscient. Mais c'est pour ça, Freud aujourd'hui, enfin plein de choses qu'il a dit, on sait pertinemment aujourd'hui que c'est faux, mais beaucoup des hypothèses qu'il aurait émises restent ancrées dans notre psychologie subconscient, mais culturellement parlant. C'est ça. C'est vraiment important, parce quoi. Quand tu dis, voilà, elle s'est fait agresser dans la rue, en même temps, elle faisait quoi à 2h du matin dehors toute seule, quoi. C'est ça. Donc, j'ai eu ça que je trouvais vraiment intéressante. Et puis, ça correspond un peu à quelques-uns de nos histoires, la manière dont on réfléchit aux choses. Et puis, forcément, ça m'a amené à quelque chose qui s'est passé cette semaine, mais qui se passe depuis quelque temps, qui est l'avortement aux États-Unis. Donc, je pense que nos auditeurs sont au courant. Je sais que toi, tu l'es. Mais je vais faire une petite préface parce que moi, en tant qu'Américaine, l'avortement, depuis que je suis enfant, a toujours été un sujet de débat. C'est fou, hein. Mais moi, dans ma vie, enfin, vraiment, je pensais que c'est de la rhétorique. Je pensais qu'à chaque fois qu'il y a un présidentiel ou un truc comme ça, on en parlait pour sortir cette histoire, pour faire plaire à quelques électeurs de base. Mais qu'en fait, on s'en foutait de vraiment changer cette loi. C'est même pas normal que ça fasse partie, en fait, d'un discours politique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça l'est même en France, en fait. C'est pas normal. C'est le corps des femmes et le corps des hommes appartiennent à chacun. Enfin, tu ne peux pas décider pour les autres. Bien sûr. Et donc, j'en arrive au temps. Donc, aujourd'hui, avec Trump, il a réussi quand même en plaçant ses magistrats sur le Cour suprême et avec le fameux projet 2025 il en fait quand même partie depuis un peu avant, il a réussi à enlever la loi Roe versus Wade. Et donc, de donner le pouvoir aux États, entre guillemets. Parce que c'est ça l'idée. Les gens étaient contents. C'est-à-dire, mais c'est pas grave. En Californie, vous voulez avoir des avortements, vous pouvez. Mais par contre, là, en Géorgie, nous, on veut pas, c'est fini. Sauf que, il y a eu, enfin, vraiment, ce qui se passe aux États-Unis dans beaucoup d'États, c'est gravissime. C'est-à-dire, les avortements non admis avant 6 semaines de grossesse, alors que les femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Le fœtus qui a plus de droits qu'un corps mort, hein. C'est-à-dire, t'as plus de consentement à ce que tu fais avec un organe, avec quelqu'un qui ne vit plus, qu'un fœtus à l'intérieur d'une femme vivante. Et ce qui nous amène aussi à un truc où les femmes avec une grossesse non viable sont en train de mourir. Et parce qu'elles ne peuvent pas avorter, on peut pas enlever un fœtus mort à l'intérieur d'elles pour laisser la nature se faire. Le médecin qui décide de l'avorter pour cause médicale peut partir en prison. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. La loi est quand même claire là-dessus et les médecins, ils devraient savoir lire les lois. Enfin, ils le savent. Mais il y a une telle pression qui leur est mise là-dessus, en fait, et il y a une sorte de witch hunt, chasse à la sorcière, que les os sont pas clairs, si on veut. C'est catastrophique. Et en fait, c'est complètement la servante écarlate. Tout à fait. On devient des porteuses. Alors, justement, tu m'amènes très justement à ce qui s'est passé cette semaine parce que bon, je faisais la mise en scène de ce qui se passe. Je pense que beaucoup doivent être au courant en ce moment. Mais cette semaine, un juge en Géorgie, donc pas un État le plus libéral, c'est relativement conservateur. Il a donc interdit la possibilité de ne pas avorter après 6 semaines de grossesse.
OK? Ok. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour la genre, en fait, moi, quand tu m'as envoyé cet article, j'ai dû le lire une deuxième fois. Ouais, mais surtout que ça met en place une jurisprudence, c'est-à-dire quelqu'un qui a posé quelque chose par la loi et qui ensuite les autres aussi peuvent s'en servir pour en faire d'autant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même les États où on a les règles les plus strictes, les gens sont pas contents. En fait, les gens ils veulent avoir accès à l'avortement. Mais ce qu'il a dit, c'est quand même incroyable. Donc, je vais le lire, hein. J'ai traduit à l'exact. Je vais lire ce qu'il a dit parce que c'est magique, c'est très beau. Et c'est vraiment ce genre d'éléments dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, il a dit, les femmes ne sont pas des biens collectifs dont la disposition est décidée par un vote à la majorité. Forcer une femme à porter à terme un fœtus non désiré ou non encore viable viole ses droits constitutionnels à la liberté et à la vie privée, même s'il en tient compte de l'ensemble des droits que le fœtus non encore viable peut avoir. Il y a un sous-texte inconfortable et généralement tacite de servitude involontaire dans ce débat, symboliquement illustré par la composition des équipes juridiques dans cette affaire. Ce sont généralement des hommes qui promouvent et défendent des lois telles que le Life Act, dont l'effet est d'obliger uniquement les femmes et compte tenu des preuves socio-économiques et démographiques présentées au procès principalement des femmes pauvres, ce qui signifie en Géorgie principalement des femmes noires et brunes, à s'engager dans un travail obligatoire, c'est-à-dire mener une grossesse à terme à la demande du gouvernement. Putain. Boum! Le juge, ça faisait partie de son interdiction, En Géorgie. en Géorgie. Ouais. Incroyable. Beautiful. Incroyable, c'est magnifique. Ouais, c'est pour ça que je voulais le lire. Ouais, en fait, c'est ultra émouvant. Surtout avec les élections qui sont en train de se passer, et surtout en sachant que ça fait des années que le corps des femmes est clairement, on va dire, marketé et monnayé pour les élections, pour une fin politique. Le corps des femmes est marketé pour plein de raisons, mais ça en fait partie. Exactement. Voilà. Non, c'est génial, ouais. Parce que j'avais pas lu son discours. Non, écoute, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Donc, j'espère que d'autres personnes dans d'autres États, d'autres juges, d'autres personnes qui ont ce pouvoir vont le suivre, hein. Ouais. Parce que forcément, les constituants, c'est ce qu'ils veulent, hein. Donc, voilà. Et ce qui mène aussi dans un autre petit contexte à une émission que j'ai regardée. Alors, je peux ne que vous recommander. Je viens de m'abonner à HBO, enfin Max HBO. Il y a tout plein de séries, toutes mes préférées qui ont jamais eu lieu, plus des nouveaux. Et hier, j'avais plein de choses de prévues, hein. J'avais du travail à faire, j'avais un podcast à réaliser. Non, j'ai rien foutu. Non. Et jusqu'à 3 heures du matin, je me suis bingé ce truc, mais comme une folle. La série s'appelle I May Destroy You. Je t'enverrai, il faudrait les mettre dans les recommandations. Je pourrais te détruire. En fait, c'est une série en une seule fois, voilà, de 2020, okay. Et il soulève des questions. Ça se fait à Londres, britannique. Ouais. Ça soulève des questions sur la liberté sexuelle et le consentement dans un monde ou peut-être dans un contexte où nous pensons peut-être que les limites sont floues. En fait, qu'est-ce qui dit la loi? Comment on se sent vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment intéressant de l'abord du sujet parce qu'on a des personnes qui se droguent, on a des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, on a des personnes qui font ça, mais qui peuvent quand même être violées. Comment est leur ressenti? Quelle est leur réaction? Quel est le regard de la justice? Enfin, c'est toutes ces choses-là et assez longues, très complexes. C'est pas les réponses fournies par cette émission, c'est pas forcément du tout celles auxquelles on penserait. Donc, elle est surprenante, tu réfléchis. C'est magnifique, c'est grotesque. Il y a une scène en particulier qui m'a fait rire, mais aussi, enfin, c'est émouvant, c'est hilarant, c'est à regarder absolument. Et comme je disais, c'est vraiment nuancé. Et une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est le soin apporté lorsqu'une femme, par exemple, au contrario d'un homme. Donc, une femme va parler d'une agression sexuelle, et aussi un homme. Il y a eu un gay dans l'histoire qui va le faire aussi. Et ça m'a fait penser. Alors, peut-être que tu connais pas cette tueur en série Stephen Port en Angleterre, à Hull, je crois. C'était un mec sur Grindr qui a tué 4 jeunes hommes. Celui qui
Il en avait suivi. Attends, non, c'est pas du tout celui que j'ai fait, pardon. Non, on n'a pas fait. Non, sur ton qui saute de la fenêtre. Non, rien à voir. En fait, celui-là, c'est un gars donc qui a tué, mais il a violé et agressé plein d'autres, mais qui a carrément tué 4 jeunes hommes auxquels il était impliqué dans toutes les histoires. Mais la police a fait comme si c'était des overdoses ou autre chose. Ils sont complètement passés à côté parce que c'est des hommes, c'est des gays, ils sont sur Grindr et du coup, c'est des cas qu'on met sous le tapis, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait à 10h du matin tout seul dans la rue? C'est ça. Donc en fait, la série va traiter de ça, ce que je trouve très intéressant parce qu'on parle souvent des femmes et c'est le cas, mais aussi il y a d'autres sous-cultures, si on veut, ou pas sous-cultures, d'autres cultures de communautés qui aussi sont autant ignorées, voilà. Et voilà, donc il y a une narration mais vraiment fantastique, ça motive, ça manipule, enfin, tu dévis tes propres sentiments en regardant cette émission, donc c'est vraiment très bien fait. Clairement, tu me connais, quand est-ce que je reste debout jusqu'à 3h du matin sans m'endormir? Voilà, pour que vous sachiez, en fait, Sarah, normalement, le soir, se met devant un film ou une série, et je pense que le générique de début n'est pas terminé qu'elle est déjà endormie. Yes, it is. Correct. Voilà, donc je ne peux que recommander. Je me le mettrai de côté. Voilà, et voilà tous mes sujets d'aujourd'hui, donc on peut passer à autre chose. Je commençais, tu vois, complètement me mettre en arrière, comme si c'était ton Relax. Non, it's your turn. Mais d'abord, Marie. maman. Ah, pardon. Tu veux que j'ouvre? Je vais te laisser parler. Alors, on va partir sur un blanc, shocker, qui s'appelle le Rocher des Violettes, Xavier Weisskopf. Ça, c'est quoi, ça? Touche-mitaine. Touche-mitaine. Le domaine? Non, ça doit être la cuvée. Cuvée Touche-mitaine. I love you, Charlie. C'est pas 2 ans de podcast qui lui a amélioré. C'est qu'un an. Un an et demi. Alors, ce que j'ai bien aimé sur cette bouteille de vin, c'est que derrière, c'est assez bien résumé. C'est-à-dire que les informations dont j'ai besoin, je les vois. Donc, le Rocher des Violettes, Montlouis-sur-Loire, appellation Montlouis-sur-Loire contrôlée, touche-mitaine 2022, et ensuite ça te met céphage, chenin, parcelle, touche-mitaine, terroir, argile grise à silex, exposition ouest, âge des vignes 39 ans. Mais tout ça, c'est important, hein? Ben oui. Vinification, fermentation et élevage d'1 an en fût de 228 livres. Du coup, la parcelle, c'est touche-mitaine, mais ça peut aussi ils peuvent utiliser le nom de parcelle pour faire de la cuvée, en fait. C'est-à-dire, ils utilisent que cette parcelle. Et chenin pur, du coup? Chenin, c'est pas chenin pur, ouais. Ah, je pense, enfin, je connais moins bien cette région parce qu'on est dans le Loire, je crois. Non? Ouais, Montlouis-sur-Loire. Ouais, et en fait, moi, j'ai pas l'habitude de boire des chenins 100% chenin. Allez, écoute, mais peut-être que c'est plus commun, peut-être que nos auditeurs loirais, loirois, ouais. Loire-Burger. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est cette espèce d'explication. Ouais. C'est hyper important. En fait, on parle souvent, quand on parle dans les Côtes-du-Rhône ou dans les petits trucs dans le sud, on parle exactement de l'exposition au soleil, de l'exposition nord-ouest. Super intéressant. Parce que ça change complètement de raisin. Bien sûr. Quand on est exposé soleil, ça va changer la qualité de raisin qui est exposé à l'ombre. Et c'est ça, tu vois, moi j'aime beaucoup, oui, effectivement, t'as des étiquettes, c'est super. Elle est très jolie. Design, etc. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a aucune explication. Moi, je veux savoir. Je veux savoir d'où tu viens. De donde estás? Donde estás? Oh! C'est pas mal, ça. Et puis, vieille vigne, en général, c'est autre chose, c'est notre caractère. Enfin, alors, Ludie, ce soir, je sais pas s'il va pas nous laisser tranquille parce qu'il est très, excitado. Excitado. Qu'est-ce que j'ai à parler espagnol? Mais je sais pas, c'est pas grave. Attends, je finis le petit prévert. Alors, on a une troisième présentateur. C'est ça. Mais il est nul. Alors, hop, moi aussi. Tu m'en donnes un peu? Tu m'as oublié. Jamais. Et c'est Max, il adore la ASMR, donc du coup, maintenant, il faut mieux. Ok. Voilà. Donc commençons par le commencement. Alors, moi, je vais commencer. Mon commencement sera Attends, je vais d'abord goûter. Interesting. Very interesting. On va en discuter à la fin. Mais vraiment intéressante. Moi, ça pourrait être le genre de vin, tu sais, que j'aime pas. Tu vois ce truc de... Je laisse. On vient juste de l'ouvrir déjà. Laisse-le aérer un peu. Ouais. Mais il est quand même doux. Bon, bref. Ouais. Ok. Let's go. J'ai besoin de faire un petit viewers discretion.
Attends, Je suis tu dois fatiguée. vraiment dire aux gens, attention, je vais parler de trigger warning, parce Oui. qu'on est quand même sur un truc de meurtre où on rigole. Enfin, une fois, on a rigolé d'un génocide. Donc, je pense que C'est si vrai. c'est votre premier épisode, Alors, voilà. Si c'est voilà, la première si fois vous que êtes nous là écoutez, depuis longtemps, je tu pense sais que vous pas, êtes au c'est vrai, courant. c'est vrai, tu sais pas. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur ce podcast, vous dites, moi, ça va parler de vin, c'est chouette, justement, je m'intéresse au vin. Bon, les meurtres et du vin, je pense que la couleur était, on est bien nommé quand même, hein. Mais là, j'ai quand même, voilà, si c'est votre premier épisode à nous écouter, j'ai envie de dire âme sensible s'abstenir, parce que c'est quand même une affaire que je pense, enfin, qui est connue. Moi, que je connais depuis longtemps, que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai toujours, à chaque fois que je l'attaquais, j'étais là, non, 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 non. À chaque fois que je l'attaquais, j'étais là, non, 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 non. Non, non, Donc non, là, je m'y suis mise. Ok. Et si c'est pas la première fois que vous nous écoutez, let's go. Let's go! Let's go, bitch! Boum, Ludi! Donc, je vais parler de l'affaire de Junko Furuta. Ok. Junko Furuta. Junko Furuta. C'est pour ça que tu parles à l'espagnol, peut-être. Je te préparais mentalement à prononcer tous ces noms. On est au Japon. Ah merde. Pas du tout. Furuta. Non, fais pas le japonais. Ça, par contre, c'est drôle d'essayer de faire l'espagnol, mais le japonais, je crois que, non, je pense qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, Junko Furuta est née à Misato, dans la préfecture de Saitama, le 18 janvier 1971, donc au Japon. Elle a un grand frère et un petit frère. Ils habitent tous les C'est trois. une fille. Tu aurais pu préciser. Ah oui, pardon, t'es c'est pas. vrai. C'est vrai, c'est une jeune fille. Junko. C'est une jeune fille. C'est juste parenthèse sur ça. À une époque, dans un travail, souvent, je recevais des CV, des demandes, et je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Donc, avant de répondre en français, puis il faut utiliser le féminin, je devais googler le prénom pour dire homme ou femme. Ah ouais. Alors, il faut faire attention avec ça, parce que souvent, tu ressors du porno. C'est vrai? Je suis au boulot, je dis non, je voulais juste savoir si Junko était femme. Ferme. Ouais. Est-ce que tu tapais dans Google? Juste le prénom, puis homme ou femme. Mais en fait, il y avait un star de porno une fois. Ah! Donc, un très joli black. Donc, c'était un nom de homme. D'après son appendice. Ouais, voilà, c'est ça. Attendez, je refais un petit coup. Voilà, parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Meilleur quand il est... lui, franchement, on devrait le mettre dans un truc pour... Une carafe? Un décanteur, ouais. Carafe. Ouais. Un décanteur. Les deux, c'est pareil. Le pire, c'est que j'ai grandi dans un domaine. Enfin, ma grand-mère, elle avait un domaine, ils avaient des vignes, et je ne sais toujours pas... bref. Compte sur moi. Donc, Junko, son grand frère, son petit frère, ils habitent chez leurs parents. C'est une élève sérieuse, elle avait de très bonnes notes, elle était jamais absente, appréciée de tout le monde, mais les élèves, les profs, les amis, enfin, ce que tu veux, c'était vraiment une personne une jeune fille très agréable. En parallèle du lycée, elle travaille également. Elle travaille à temps partiel dans une usine de moulage de plastique, que je sais pas ce que ça veut dire, 2 fois par semaine. Moulage de plastique, ils font des moules en plastique. En plastique. Depuis octobre 88 pour économiser de l'argent parce qu'elle voulait faire un voyage de fin d'études et elle aidait aussi ses parents donc avec cet argent qu'elle gagnait. Et aussi, elle avait trouvé un travail à plein temps dans un magasin d'électronique où elle comptait travailler juste après avoir obtenu son diplôme. Donc tu vois sérieux. Le sérieux de cette personne. Junko est jolie, intelligente, serviable, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle rentre toujours après les cours ou après son travail chez elle. Enfin bref, l'enfant parfait par excellence. Le stéréotype de l'enfant asiatique. Ouais. Junko était tellement jolie que les garçons avaient tendance à tomber très vite amoureux d'elle, dont un certain Hiroshi Miyano, qui fréquentait le même lycée que Junko. Hiroshi aurait demandé à Junko plusieurs fois apparemment de sortir avec elle, mais Junko a refusé parce qu'il avait une très mauvaise réputation, apparemment. Alors, ça ne sert à rien si ta cigarette électronique... Elle fait pas de bruit, mais je touche. Donc, elle le rejette parce que voilà, il avait une mauvaise réputation. Alors là, on ne sait pas si c'est un plan ou si c'est un accident de route en fait. Mais certains disent que Hiroshi va penser à un plan tordu. Il va demander à son ami Shinji Minato d'attendre que Junko sorte de son travail et aille récupérer son vélo sur un poteau pour l'agresser. En fait, il va la pousser violemment. Donc là, elle a peur, elle crie. Et là, comme par miracle, Hiroshi sort du coin de la rue et sauve Junko de cette agression méchante. Tu vois,
le prince, quoi. Junko est complètement choqué, forcément. Hiroshi va lui dire que lui aussi s'est fait agresser récemment et qu'il y a un réel danger. Donc, il lui propose de la raccompagner chez elle et elle accepte, forcément. Bah, ok. T'es en train de regarder ces photos? Non, pas du tout. Je te dirai après. Sur le chemin, donc, ils vont s'arrêter dans un hangar. Puis, Hiroshi va agresser Junko. Juste après l'avoir sauvé, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Comme si c'était ce qu'il voulait depuis le début. Ouais, on dirait presque. Et lui dire que si elle ne fait pas ce qu'il lui demande, il peut la tuer parce qu'il est lié au Yakuza et Junko le savait. C'est pour ça qu'elle voulait. Donc c'est une vérité. C'est une vérité. Ah ok, oui, en effet, j'avoue que même moi. Oui, moi je le laisse tranquille, tu vois. Oui, voilà. Non, on est cool, Hiroshi. C'est le Gestapo que. Ça va, c'est bon. Voilà. Il va la violer donc dans son hangar, puis il va l'amener dans une chambre d'hôtel où il va la violer une seconde fois. Puis après la chambre d'hôtel, il l'amène dans l'appartement d'un ami à lui, le fameux agresseur, Minato, où il y a déjà 2 autres amis qui sont là, en fait, donc ils sont 4. Donc, 4 garçons. 4 garçons dans cet appartement. Et en fait, il y a des parents de Minato qui sont dans cet appartement, il n'habite pas tout seul. Mais en fait, ils vont tous dire aux parents de Minato que Junko est la petite amie de l'un des 4. Et voilà, pour pas les éveiller les soupçons. Mais je pense que les parents de Minato étaient aussi avaient un peu peur de leur fils. Je pense. D'accord. Et des fréquentations de son fils. D'accord. Oui, mais attends. Minato, du coup, il fait pas partie du Yakuza? Non. Ok. Non, il est juste ami avec Hiroshi. D'accord. Merde, comment c'est déjà son nom? Hiroshi Miyano. Okay. Minato. Donc, il fouille les 4 personnes, donc les 4 garçons fouillent dans les affaires de Junko et trouvent son adresse. Et il lui dit, si tu fais pas ce qu'on te demande, on va non seulement te tuer toi, mais en plus on va tuer toute ta famille. Donc là, tu t'imagines à la place de Junko, dans un appartement qu'elle ne connaît pas, effrayée devant 4 garçons, et en plus on menace sa famille. J'écoute. Voilà, tu ne fais rien. Miyano donc force Junko, et ça je crois que c'est au bout de quelques jours, je n'ai pas exactement le détail, parce qu'en fait vu qu'elle rentrait tout le temps chez elle automatiquement, je pense que ses parents ont vite été inquiétés, et ils ont vite en tout cas appelé la police. D'accord, donc elle est restée prisonnière plusieurs jours? Ah non, mais attends, t'as pas idée. Ah oui, d'accord. Donc c'est de là, je pense qu'au bout de peut-être 1, 2 ou 3 jours, Miyano force Junko à appeler ses parents pour leur dire qu'elle avait fugué, qu'elle était saine et sauve et que tout allait bien. Les parents avaient déjà appelé la police et cet appel, en fait, avait vraiment pour but que les recherches ne se fassent pas ou s'arrêtent si elles avaient commencé, etc. Donc là, attention, ça va commencer. Prépare-toi, je vais voir un petit peu. Ouais. Préparez-vous, s'il vous plaît, ça va être un petit warning. Ah oui, j'avais oublié le trigger warning, fuck. Petit warning pour les gens, si vous êtes sensible ou si vous êtes en train de manger là de suite. Peut-être prenez cet épisode pour plus tard. Junko a été violée par ces 4 garçons à 400 reprises. Oh. Ils ont invité aussi leurs amis Yakuza et des amis d'école, donc d'école qui sont dans la même école que Junko, pour la violer. Et là, mais c'est quoi le problème de tous ces garçons de l'école? La pression sociale, que aucun était gêné de faire un truc pareil, ça me choque. Sur toutes ces personnes, enfin les détectives, pas moi, quand je dis on, je ne pas fait partie de l'investigation, ils ont estimé qu'il y avait une centaine de personnes. Donc elle a été violée une centaine de fois par des gens extérieurs. Et de ces 100 personnes, une seule aura un sentiment de culpabilité assez fort pour en parler. Ah ouais, d'accord. Bravo les hommes. Ouais. Voilà, ça donne un joli pourcentage de votre valeur en tant que héros gagnant. Not all men, mais assez de men quand même. Not all men, mais a lot of fucking men. A lot of men. 99 out of a fucking 100, bitch. Oh, je me demande encore pourquoi on les supporte. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Oui, mais tu vois, quand on dit, quand il y a eu cet intervieweur là, qui demandait aux femmes, est-ce que vous préférez être dans la forêt avec un homme ou avec un ours? Très clairement. On a répondu un ours et les hommes ils disaient, je comprends pas, attends, un ours. Je le gars, tu sais pas, tu sais pas. Ouais. Donc ils lui ont inséré des objets dans son vagin et dans son anus, dont une ampoule
en marche, je pense, sur un truc qui marchait encore, donc Sur une lampe, quoi. brûlante. Oh my God. Des feux d'artifice qu'ils ont allumés, une bouteille de soda en verre, des brochettes en métal. Ils ont enfoncé des aiguilles dans ses seins, lui ont arraché un téton, l'ont brûlé avec des cigarettes, des briquets. Ils ont brûlé son clitoris et l'intérieur de son vagin. C'est grotesque. En fait, c'est ça. Il l'a forcée en fait à danser et à chanter devant eux. Et pendant qu'elle faisait ça, il l'a frappée, il l'a rouée de coups. Il l'a allongée par terre. Et ça, moi, c'est le truc qui m'a fait le plus. Et je me souviens quand je sais plus si j'avais lu ou si j'avais vu quelque chose sur cette histoire en premier, mais c'était ça et un autre truc qui m'avait le plus choqué. Donc, il l'a allongée par terre et il lui sautait sur la tête à tour de rôle. Ils l'ont pendu au plafond et il l'a frappé comme un sac de frappe, en fait, de boxe. Et il lui jetait des haltères dessus. Genre sur son ventre, il laissait tomber des haltères. Putain, non mais c'est créatif comme torture. C'est ça. Certains jours, elle ne mangeait pas, forcément, ou très peu, mais il l'a forcée à manger des cafards vivants, à rester nue, parfois dormir sur le balcon toute nue, en sachant qu'elle a été kidnappée un 21 novembre au Japon, donc extrêmement froid. Après 16 jours de torture, déjà c'est énormissime. Un des garçons extérieurs, donc celui que je te disais qui avait un sentiment de culpabilité. Ouais. Donc, il s'est The 1%. The 1%. Il s'est pris d'un élan de culpabilité. On a parlé à son grand frère, qui lui-même en a parlé à leurs parents, qui ont bien sûr appelé la police. La police arrive au domicile des Minato. On a reçu cet appel concernant une jeune fille qui serait chez vous, qui est en train d'être torturée, violée, etc. Enfin, voilà. On est là pour vérifier. Et les parents disent, on ne sait pas du tout de quoi vous parlez, il n'y a personne, mais venez vérifier pour vous-même. Putain, tu te rends compte, il y a une fille, depuis 16 jours, ils sont pas au courant? C'est bien sûr que si, ils sont au courant, c'est sûr. Ah ouais, non mais moi je peux pas y croire. Non, moi non plus. Je pense que les parents sont clairement au courant. Mais leur fils parfait... Ou ils ont peur, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça, on sait pas. Mais là, c'est ça qui est horrible. C'est qu'au bout de ces 16 jours où la police est à la porte des Minato, donc les parents disent « rentrez pour vérifier vous-même si vous voulez ». Pour les policiers, le fait de les inviter, c'était suffisant pour les innocenter. Genre pour eux, une personne coupable ne aurait jamais dit « venez vérifier ». Non. Donc ça veut dire que ça va continuer. Putain, c'est pas possible. Ah ouais, oui, parce qu'on a été meurtres divins. Oh putain. Voilà. Donc il y avait une procédure qui est en place. Ce n'est pas du tout celle-ci. Mais pour eux, c'est bon, c'est good, merci, au revoir. Après 20 jours de cauchemar, Junko a réussi à accéder au téléphone pour appeler la police, sauf que Miyano la prend en flag, raccroche, donc elle devait être apeurée de cette fait prendre en flag. La police rappelle et Miyano dit « Non, c'est rien, c'est une erreur, désolé ». Enfin, imagine le nombre de fois où elle aurait pu s'en sortir. Bon, je comprends mieux ton trigger warning maintenant. Voilà. Pour punir Junko, Miyano lui a versé du liquide inflammable sur les jambes et lui met le feu. Et ça, oh mon Dieu, Charlotte, mais où est-ce que tu trouves ces histoires? Et ça, malheureusement, enfin, on peut le... Ah, mais une brûlure 3e, 4e degré, c'est ça qui va la tuer. Et ben, ça va s'infecter et tu survis pas à ça sans un soin médical. À ce stade-là, Junko n'arrive même plus à se servir de ses jambes. Il lui faut 1 heure pour aller aux toilettes. Elle ne peut plus se servir de ses mains. Ses organes internes avaient subi de tels dommages qu'elle ne pouvait plus digérer. Elle vomissait tout ce qu'elle ingérait, en fait. Et elle s'évanouissait beaucoup, apparemment, tu m'étonnes. Et quand elle s'évanouissait, il lui plongeait la tête dans de l'eau froide pour la réveiller. Forcément, à un moment, elle est devenue incontinente. À force de sévices, elle se faisait dessus, elle ne pouvait plus se contrôler. Et vu qu'aucune de ses blessures n'était traitée, les blessures se remplissent de pus, de sang, s'infectent. Elle commence à sentir la mort. Son visage est tellement tuméfié qu'il est anormalement gonflé. Et en fait, à ce stade-là, les 4 garçons ne sont plus attirés sexuellement par Junko. Ah tiens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever et violer une autre jeune fille. Mais qu'ils vont relâcher elle. Junko, tellement qu'elle vivait un cauchemar éveillé, demande et supplie ces 4 garçons de la tuer. Elle demande à mourir, elle voulait que ça s'arrête. Mais eux, en fait, s'amusaient beaucoup trop avec elle. Le 4 janvier 89, les 4 garçons proposent à Junko de faire une partie de mahjong.
Et Junko, c'est tellement une badass qui est intelligente, elle gagne cette partie de Mahjong. Donc forcément, tu t'imagines bien. Peut-être déjà dans cet état. Ça les a rendus hors d'eux. Il la frappe avec des barres de fer, lui brûle les paupières avec de la cire chaude, lui disent de se lever et frappe ses jambes avec des tiges de bambou et des clubs de golf. Et en fait, ça c'est horrible. Ses blessures s'ouvraient avec les coups et le pu en sortait. Donc, plutôt que d'arrêter, ils ont pris des sacs poubelles où ils ont enroulé leurs mains et ils ont pu continuer de la frapper sans se tâcher eux. Oui, il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots. Ce qu'a subi cette jeune fille, c'est peut-être une des pires histoires que j'ai jamais entendues à ce niveau-là. Moi, c'est une des pires histoires de torture que j'ai jamais entendues. Ah, ouais, c'est clair. Et je la connais depuis quelque temps. J'ai voulu la faire plusieurs fois. Je me suis reprise plusieurs fois. Et je pense que c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'important là-bas, ouais. Junko se met à convulser. Il pense qu'elle fait semblant. Donc, pour la punir, il la recouvre de liquide inflammable sur tout le corps et ils mettent le feu. Elle essaye d'éteindre le feu sans succès, mais elle arrive un petit peu, mais pas trop, et elle perd connaissance. Elle est brûlée vive, quoi. Brûlée vive. Cette séance de torture de la partie de Mahjong dure 2 heures. Pendant 2 heures, t'imagines? Putain, non, je peux pas. C'est allé tellement loin, là, que c'est des mots, je peine à écouter. Oui. Tellement c'est dur. Ça va très, très loin, quoi. Junko, j'ai envie de dire, heureusement, décède de ses blessures. Et elle aura subi 44 jours de torture et de violence extrême et de viol. 44 jours. 44 jours. Plus d'un mois. 44 jours. 1 mois et demi, ouais. Donc, les 4 garçons ne se rendent compte qu'elle est morte qu'au bout de 24 heures. Parce qu'elle avait, comme il avait l'habitude, entre guillemets, de tomber dans les pommes, ils pensent qu'elle est encore dans les pommes. Donc, quand ils se rendent compte qu'elle est morte, ils prennent Junko, la mettent dans un baril, versent du ciment frais et s'en débarrassent. Et ouais, clairement, le gars avec la famille Yakuza, il a appris des trucs, quoi. Bien sûr. Il savait où amener le baril, tout ça. Donc là, j'ai parlé des 4 agresseurs et meurtriers. Donc, Hiroshi Miyano, le cerveau du groupe, donc né en 1970, donc il avait 1 an de plus que Junko, c'est tout. Enfance très chaotique, classique, il se bat avec ses camarades de classe, il est violent avec ses parents, il vole, il détruit tout, il tyrannise tout le monde. Et dis-toi que ses parents étaient tellement désespérés qu'ils ont demandé de l'aide à l'école. Genre, aidez-moi à élever mon fils, quoi. Il avait commencé le judo, s'est passionné pour le judo, mais il n'était pas très très bon, donc il se faisait bolosser, lui, au judo. Il commence à sécher les cours, ça l'intéresse pas, puis il commence à ne plus du tout aller aux cours et il commence à travailler. Mais en fait, il ne gagnait pas assez de manière légale, on va dire. Donc, il a décidé de rejoindre les Yakuza et il se faisait de l'argent en vendant des contrefaçons de marques, des sacs, des portefeuilles, des trucs comme ça. Minato, donc celui qui avait l'appartement là où les parents ne sont pas au courant. C'est celui qui a la situation la mieux, en vrai. Sa mère est infirmière, son père est pharmacien, donc bonne situation, mais très turbulent. Parfois, il ne rentre pas, il sèche les cours, lui aussi, il traîne avec Miyano dans la rue. Les parents, de par leur boulot, sont souvent absents, donc les garçons sont seuls, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un peu je pense qu'il s'est fait il a été ignoré, du coup. Il a été ignoré. Il va vers des gens qui lui prêtent l'attention. Il lui prête de l'attention, voilà, c'est ce truc de il a besoin d'attention, il a besoin d'affection, il l'a trouvé chez Miyano. Joe Ogura, passionné de sport, pratique pas mal de sport, mais il se blesse, doit tout arrêter et apparemment devient quelqu'un de très très paresseux, commence lui aussi à sécher les cours. Il n'était pas forcément turbulent, mais il traînait juste avec les mauvaises personnes, dont les 2 premiers. Et il y avait aussi Yasushi Watanabe. C'était pas un délinquant, enfin c'était un petit délinquant, mais petit truc à la con, genre voilà l'étalage, enfin rien de fou. Et il séchait les cours également et traînait avec les 3 autres. Et en fait, cet effet de groupe fait qu'ils sont tous devenus des horreurs, quoi. 3 semaines après la mort de Junko,
Ogura et Miyano, donc le cerveau, se font arrêter pour l'enlèvement et le viol de la jeune fille qu'ils avaient violée pendant que Junko était kidnappée et était dans l'appartement. qu'ils ont relâché. Donc ils se font arrêter, ils se font retenir en fait séparément, donc dans des pièces séparées, comme on sait qu'ils peuvent faire dans NCIS. Et en fait, il faut savoir que 9 jours avant l'enlèvement de Junko, il y avait eu un double meurtre, donc une mère et un fils, qui d'ailleurs n'est toujours pas élucidé apparemment aujourd'hui. Et en fait, le policier s'est dit bon ben on sait pas pourquoi, il a tenté. Et il a tenté sa chance et il dit à Miyano comme ça, l'air de rien, mais tu sais, c'est pas bien de tuer quelqu'un. Et en fait, Miyano pense que le policier est au courant pour Junko, alors que pas du tout. Ouais. Et le policier veut parler de la mère et du fils au cas où, genre, ce soit toi. Ouais, mais là, son niveau d'anxiété, de stress, de la découverte est devenu... Donc là, il dit, putain, mon pote qui est dans la pièce d'à côté, il a tout donné, il a tout dit, donc bah vas-y. Et du coup, il a tout avoué. Donc, imagine la gueule du policier. Genre, ah ouais, non mais, what's happening? Attends, je parle pas de ça. Si, je parle justement de ça, c'est très bien. Incroyable. Là, vraiment, le flic, il a eu un flair incroyable. Donc, les deux garçons indiquent la localisation du baril pour retrouver Junko. Junko mesurait 1m63 de son vivant, elle pesait 51 kilos. Quand elle a été retrouvée, elle ne pesait plus que 35 kilos. Oh. Quand la mère a appris les détails du meurtre de sa fille, elle s'est forcément évanouie de détresse et a été admise en hôpital psychiatrique. Les 4 garçons sont arrêtés et au Japon, en fait, il y a un droit, peu importe le crime que tu as commis, tu as droit à l'anonymat, quoi qu'il arrive, si tu es mineur. Donc l'identité des 3... Je pense que c'est la vérité ailleurs aussi. Un peu partout. En tout cas, pas aux États-Unis, mais en France, je pense aussi. En France, aussi. je crois qu'il y a ça aussi. Parce que quand il se passe des choses, ils ne donnent pas forcément son nom. C'est fuité par des journalistes. Après, c'est bien. Hein, c'est bien. Après, moi, j'ai envie de dire c'est au cas par cas. Et là, il y a un journaliste qui s'est dit, bah, ça sera au cas par cas pour moi aussi. Parce qu'il y a un journaliste qui a estimé que le crime était tellement cruel et il a décidé de déroger à cette règle et il a révélé les noms des 4 garçons. Ah, putain, ok. Ouais. Donc, ils ont plaidé coupables pour coups et blessures qui ont causé la mort, mais pas pour meurtre. Ok. Donc, le cerveau du groupe Miyano est condamné à 17 ans de prison, Minato 4 à 6 ans, Watanabe 3 à 4 ans et Ogura à 8 ans. Ils ont tous fait appel de leur sentence, sauf Ogura, et toutes les sentences ont été augmentées. Ah, tant mieux. Le juge, il a dit, comment ça? You're talking to me? Yeah, fuck off, motherfuckers. Fuck off, Fred. Yeah. Du coup, Fred, il en prend cher. C'est clair. S'il savait. J'espère qu'il ne nous écoute pas. Miyano donc a fait 20 ans. Il a changé son nom à sa sortie. Il s'appelle maintenant Hiroshi Yokoyama. Hiroshi Yokoyama, si tu nous entends. Fuck you, Hiroshi. Oui, c'est clair. Ses parents ont dû vendre leur maison pour verser des dommages à la famille de Junko. Oui, mais en même temps, ils étaient au courant. La fille était chez eux. C'était pas lui. Ah. Ça, c'est le cerveau. Les parents, c'était Minato. Ça, c'est Miyano. Ben, j'espère que les parents de l'autre, ils ont dû faire quelque chose aussi. Hein. Moi, ça me dérange en rien. Il y a un documentaire, en fait, fait par des journalistes japonais à l'époque, où ils sont allés là où Junko s'est fait, s'est fait agresser par Minato avec son vélo. Ouais. Ils ont vu l'appartement, etc. Et il y a un journaliste, tu vois, qui essaye d'interviewer, je pense que c'est la mère de Minato, qui, du coup, était au courant. Et la mère, elle se cache et tout. Après, tu connais pas les circonstances, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux ce qui s'est passé chez elle, mais quelle horreur. Bah, oui. Bref. Minato est passé de 4 à 6 ans à 5 à 9 ans. Et une fois libéré, bref, il a essayé de se lancer dans le Muay Thai. Et il voulait... Le Muay Thai? Tu sais, c'est une espèce d'art de combat. Voilà. Et il voulait, je pense, devenir un peu famous. C'est le même qui était nul à chier au judo, je sais pas quoi. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est dur avec les prénoms, là, je t'avoue. Ouais, ça sera celui d'après. Ok. Et, mais à chaque fois qu'il était sur le ring, le public qui est concret. Et concret, ça veut dire concrete, ciment. Parce que l'affaire... Ah oui, parce qu'ils l'ont mise dans la... Voilà, l'affaire s'appelait l'affaire de la jeune lycéenne recouverte de ciment. Oui. Donc en fait, il se faisait bolosser par le public à chaque fois. Tant mieux. La sentence de Watanabe est passée à 5-7 ans. Et Joe Ogura, qui n'avait pas voulu discuter de sa sentence, il a fait 8 ans. Donc à sa sortie, il s'est vanté d'avoir tué Junko. Ah. Voilà.
il a failli tuer un autre homme, mais ça, c'est autre chose. Il est retourné fricoter avec la Yakuza, ça, c'est son problème. Mais le pire, c'est que sa mère a vandalisé la tombe de Junko parce qu'elle la tenait responsable du fait que son fils aille en prison. Mais tu vois, on revient à l'introduction de mes sujets. C'est-à-dire que la démence, la torture des femmes, c'est la faute, c'est leur propre faute. C'est elles qui ont donné envie, c'est ont suscité l'envie. C'est elles qui ont... C'est elle. Les hommes n'auraient jamais fait ça Non, sans elles, sans quoi. elle. C'est la Junko séducteur, c'est la provocatrice, a fait c'est que Junko. il est parti en prison. C'est de sa C'est- faute à elle. Les funérailles de Junko ont lieu le 2 avril 1989. Vous pouvez le voir sur YouTube, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Il y a énormément de monde. Il y a tous ses amis de lycée. Il y a vraiment, Tu vas voir tout, quasiment le Japon, quoi. il y a énormément de monde. Le lendemain de ses funérailles, elle devait commencer son travail dans ce fameux magasin électronique. Son futur patron est d'ailleurs venu avec l'uniforme que devait porter Junko pour le présenter à ses parents pour témoigner son respect. Et le directeur de l'école a aussi présenté aux parents le diplôme de leur fille qu'elle n'a jamais pu passer, du coup. Oh. Donc ça, c'est la triste, horrible histoire de Junko Furuta. Et Ah ouais. que je sais qui est dans les annales, on va dire, du true crime un peu ardos, mais qui révèle en fait de la haine que parfois ont certaines personnes envers les femmes et ce qu'on peut faire subir aux femmes. Ben, la haine que les hommes réservent pour les femmes, la haine que les incels réservent, des jeunes hommes frustrés par les refus ou des envies C'est ça. auxquelles ils ne peuvent pas subvenir. Et les femmes qui payent les conséquences de Les ça. femmes qui payent les Parce conséquences. que eux, dans leur désir, ils ont tous leurs droits, quoi. C'est ça. Donc, Ouais. Horrible comme histoire. Horrible histoire. Bon, moi, je vais pas te dire que j'ai aimé, hein, mais je n'ai pas aimé du tout. Mais moi non plus, en soi, je l'aime pas C'est- du tout. c'est affreux. C'est une histoire qui est connue et qui est vraiment, vraiment dure. Ouais, dur. très dur, très, très dur. Voilà. Ah là là. Hey! Bye. Hey! Hey, let's get back to the... Wine! Yeah, well, the wine is delicious. En fait, voilà, il fallait juste me laisser le temps qu'il respire parce qu'au début, Ouais, tu sais, ça a cette espèce de... c'est un côté un peu terroir, le côté minéral qui un peu prend dessus à l'ouverture. c'est ça. Et là, franchement, il est excellent. Alors, j'ai du mal à le décrire parce que si je suis honnête, je bois pas énormément de vin de Loire et du coup, leur typicité, je connais pas. Mais en tout cas, il est fraîche, il est intéressant. Je pense qu'il se mariait vraiment bien avec tout ce qui est fruits de mer que tu n'aimes Que pas. je ne mange pas. Mais moi, oui. Et peut-être quelques fromages, je sais pas. En tout Mais cas, je je suis fan. Il est J'aime très, bien, très bon. Voilà, une fois qu'il a respiré, j'aime bien. Franchement, il est très doux, il est très bon, Complètement. Ah, moi, je recommande. Ça va très bien avec les 12 glaçons qu'on a mis dedans. Alors, 12 chacune, hein, on précise. Ah bah bien sûr. Vous nous prenez pour qui? Voilà. Ben écoute, sur ça, merci beaucoup. Et sur à chaque fois. Je vais jamais réussir, jamais. Si, tu l'as fait une fois. C'est vrai? Ah oui, mais je me suis appliquée. tellement fière de toi. Sur ce, Oui. see you Next week. or some other time. Yeah. Maybe. We love you. Bisous. Bye. Ciao, ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.